Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Health Hackers, le podcast qui t'aide à être au top de ta santé, à optimiser ta santé avec le jeûne intermittent, le biohacking, une alimentation saine et beaucoup d'autres choses. Je suis Adèle Guiraud, ton hôte. J'ai réussi à sortir de l'obésité grâce au jeûne intermittent et à plein d'autres hacks que je partage ici. Si tu connais le podcast, n'hésite pas à aller me laisser une petite note sur iTunes, parce que ça m'aide beaucoup à faire connaître ce podcast et à aider un maximum de personnes. Sinon, écoute jusqu'au bout, tu vas voir, c'est très intéressant et j'espère que ça va t'aider. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a passionné depuis le début de l'année. Là, c'était une année de merde, mais au moins je me suis concentré sur un truc qui m'intéresse et j'ai appris pas mal de choses. Vous savez, ce podcast et mon site Health Hackers, c'est surtout pour partager ce que j'apprends. Et là, j'ai appris pas mal de choses sur le vieillissement, l'anti-vieillissement, plutôt comment prévenir le vieillissement. J'ai lu pas mal de livres, je crois 4 ou 5. C'est pas pour me la raconter, c'est juste que ça m'intéresse et du coup j'ai lu tous ces livres. Donc il y a tout d'abord Superhuman de Dave Asprey, il y a Healthspan du docteur David Sinclair, donc Why We Age and Why We Don't Have To, pourquoi on vieillit, pourquoi on n'a pas à vieillir. J'ai aussi lu The Longevity Paradox du Dr. Gundry. C'est l'auteur du Plant Paradox. Il a fait un livre sur la longévité. Ensuite, j'ai lu aussi un livre très très ancien d'un Italien qui s'appelle Luigi Cornero, qui est, on va dire, un des plus anciens, peut-être biohacker, mais je dirais pas ça, mais quelqu'un qui a réussi à vivre plus de 100 ans et qui a documenté comme ça sa longévité à partir de sa 80e année. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et enfin, le dernier livre, peut-être le plus intéressant que j'ai lu, c'est The Kaufman Protocol. C'est un médecin qui partage son protocole anti-âge, qui est vraiment fascinant, que je m'applique depuis quelques mois maintenant. Et on va y venir dans l'épisode 2. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'épisode 1 où je partage simplement ma compréhension de pourquoi on vieillit. Je vais être très simple, je vais partager ce qui me paraît le plus accessible que j'ai trouvé dans le livre de Dave Asprey, où il a organisé ça en 7 piliers. D'après lui, on vieillit à cause de ces 7 piliers. Moi, je vais ajouter, on va dire, une couche par-dessus, qui est ma compréhension qui est liée au livre de David Sinclair, donc sur sa théorie du vieillissement, donc dans son livre Lifespan, parce que, on va dire, ces deux méthodes ou ces deux approches m'ont assez convaincu. Faut savoir que tous ces livres, quand on les comprend, ils parlent bien sûr de la même chose, mais aussi ils expliquent le vieillissement à peu près de la même manière. Donc, du coup, on va prendre l'approche la plus simple. Alors, avant de commencer, déjà, pourquoi se poser la question pourquoi on vieillit? Parce qu'en fait, ça paraît évident pour tout le monde. Enfin, quand on demande aux gens pourquoi on vieillit, je pense que le premier truc qui vient à l'esprit, c'est pourquoi tu te poses la question, parce que en fait, tout le monde vieillit, c'est un truc normal. Alors, je me pose la question en fait parce que quand on réfléchit à un seul sujet, à un point en particulier, on se dit en fait que la question se pose. Et ce point, c'est le clonage. Le clonage, qu'est-ce que c'est? Quand on prend, vous connaissez probablement le clone, la brebis Dolly, vous en avez entendu parler. En gros, aujourd'hui, on peut cloner des animaux. On pourrait même cloner un homme si on le voulait. Peut-être quelqu'un l'a déjà fait, mais on n'est pas au courant. En gros, on prend un animal adulte, on prend une de ces cellules adultes qui n'est pas une cellule sexuelle, donc pas une gamète. C'est normal parce qu'on a besoin en fait de tout l'ADN qu'il y a dans la cellule. On appelle ça une cellule somatique. Donc chez l'homme par exemple, c'est une cellule qui contiendrait les 23 chromosomes qui constituent notre ADN. 23 paires, pardon. Et en fait, à partir de cette cellule adulte, on est d'accord, si on prend une cellule adulte d'un animal qui a 10 ans, cette cellule, entre guillemets, elle a 10 ans. Même si bien sûr nos tissus se renouvellent, on reviendra à ça plus tard. Mais en gros, on prend une cellule d'un animal qui a 10 ans, on fait quelques altérations biologiques,
On la met à l'intérieur d'un ovocyte, je crois. Enfin, on met en tout cas l'information génétique à l'intérieur d'un ovocyte et on déclenche la réplication. Et après avec le temps, en fait, cette cellule devient un animal, un enfant, tout neuf, en fait. Et l'idée qui est derrière, c'est en fait, ok, si on est capable de produire du neuf avec du vieux, pourquoi le vieux qui est en nous, c'est-à-dire nos cellules, ne reste pas jeune? Il ne, pourquoi il vieillit en fait? Puisqu'on est capable de produire un nouvel être qui est nouveau, tout jeune, donc qui commence de zéro la vie. Pourquoi nos cellules et nos organes n'en font pas autant? Pourquoi ils ne se renouvellent pas? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'ils se renouvellent, mais ça n'empêche pas le vieillissement quand même. Donc c'est là, de là que vient ma question. Donc pourquoi on vieillit? Et dans tous ces livres, en particulier dans le livre de David Sinclair, il essaie même d'aller beaucoup plus loin en expliquant aux gens pourquoi le vieillissement est selon lui une maladie. Je suis assez d'accord avec lui parce qu'en fait, avec le vieillissement viennent énormément de maladies. Et aujourd'hui, en fait, la médecine, avec son mode de fonctionnement, ségrègue beaucoup. Donc elle découpe beaucoup les maladies, les dysfonctionnements, les symptômes, pour les mettre dans des cases et dire qu'ok, cette maladie c'est ça, c'est tel symptôme. Cette maladie c'est tel symptôme. Ça touche tel organe. Mais en fait, le vieillissement c'est vraiment quelque chose d'assez systématique et ça touche tous les organes de la même manière, entre guillemets, plus ou moins. Ou plutôt ça a les mêmes causes. Et son approche, c'est de se dire, mais ok, pourquoi on s'attaque pas directement à la cause, c'est-à-dire le vieillissement, qui entraîne le dysfonctionnement de ces choses, donc par exemple du foie, du cœur, j'en sais rien, et d'autres organes. Son approche, moi je trouve ça assez pertinent. Il faut savoir que l'objectif des personnes qui s'intéressent à la longévité ou au vieillissement, il n'y a même pas de débat, enfin, c'est pas juste de vivre plus longtemps, ça n'a aucun intérêt. Personne ne veut juste vivre plus longtemps. L'objectif, c'est de vivre plus longtemps en bonne santé. Stephen Gundry a une phrase que j'aime beaucoup, que je vais reprendre ici, qui est de l'objectif, c'est de mourir jeune le plus tard possible. Il ne le dit pas de cette manière. Je crois que c'est le sous-titre de son livre, c'est How to Die Young at a Right Old Age. Donc c'est comment vivre jeune, ou comment mourir jeune à un âge très très avancé. C'est ça l'idée en fait. C'est comprendre pourquoi on vieillit, pour essayer de contrer ça, ou plutôt de ralentir ça, pour enfin arriver en fait à un âge avancé où on est en bonne santé. Et il faut savoir que les deux ne peuvent pas être dissociés. C'est-à-dire qu'en général, quand on réussit à prolonger, les gens qui vivent longtemps en bonne santé. L'opposé n'est pas vrai en fait. Il n'y a pas des gens qui vivent longtemps, très longtemps en mauvaise santé. C'est-à-dire que en général, si ta santé commence à se dégrader à 50, 60 ans, bah, tu peux te dire que tu vas pas faire long feu, quoi. Donc, alors que les personnes qui arrivent à maintenir une bonne santé jusqu'à 70, 80, 90 ans, bah là, tu te dis, ok, rien ne peut les arrêter. En fait, c'est peut-être un accident ou une autre chose qui va les tuer, mais en général, ils sont partis pour être centenaires, quoi. Donc voilà, comprenez mon objectif, pourquoi je fais ça. En fait, il y a trois trucs qui se sont passés cette semaine qui m'ont beaucoup intéressé et qui renforcent mon envie de vivre longtemps. C'est vraiment des trucs ultra futuristes. C'est par exemple la présentation de Elon Musk de son Neuralink. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il a démontré qu'ils ont réussi à installer Neuralink. C'est une sorte de petite puce comme un téléphone, petite puce comme une pièce de 2 euros en fait, installée sur le crâne d'un cochon, de plusieurs cochons d'ailleurs. Et ça permet de connecter au cerveau, de se connecter au cerveau avec des petits fils, qui après derrière va faire en sorte de, par exemple, de corriger certains problèmes neurologiques liés au cerveau ou à la colonne vertébrale. Et bien évidemment à l'avenir, donc si on donne par exemple 10 ans à cette technologie, bien sûr que c'est une interface homme-robot ou plutôt homme-ordinateur. C'est la première interface homme-ordinateur assez développée. Et beaucoup de monde, je pense, sera connecté avec un Neuralink d'ici quelques temps.
Et la technologie avance tellement vite que je pense en 10-20 ans, Neuralink sera un truc totalement normal. On ira s'installer un Neuralink comme on achète un ordinateur, un téléphone portable aujourd'hui. C'est un peu de la science-fiction, mais je pense que c'est ce qui nous attend. Parce que quand on verra la disparité ou l'avantage que ça peut donner à certaines personnes d'avoir un Neuralink sur leur cerveau, on va pas trop réfléchir avant de se l'installer. Donc il y a une chose et cette chose par exemple, il y a aussi une des premières voitures volantes au Japon, ça c'était super intéressant. Et la troisième news, je me rappelle plus ce que j'avais vu, mais voilà, il y avait pas mal de news futuristes cette semaine. Ah oui, j'ai vu une petite pub marrante sur Facebook. On m'a proposé un ami basé sur l'intelligence artificielle. J'ai dit ok. En fait, c'est une application qu'on installe, on crée un ami et cet ami discute avec nous. Et au fur et à mesure qu'il apprend à nous connaître, bah, ça devient quelqu'un de adapté à nous, en fait, ça devient un ami. Entre guillemets, ça m'a vraiment fait marrer. Et il faut savoir que les relations sociales, avoir des amis et tout, c'est vraiment très important pour la longévité. Je sais plus enfin, on en parle dans plein de livres. C'est d'ailleurs un des secrets des Blue Zones, là où les gens vivent le plus longtemps, par exemple en Italie, en Méditerranée, ainsi de suite, les gens sont vraiment très communautaires. Et je me suis dit, peut-être une des solutions pour créer un peu de la communauté, c'est aussi l'intelligence artificielle. Peut-être que ça va avoir le même effet. Il faudra étudier ça d'ailleurs. Bon bref, je me suis beaucoup égaré, désolé pour tout ça. Mais aujourd'hui, on va parler du pourquoi on vieillit. Et dans 2 semaines, je pense, on va parler de la suite ultra intéressante qui est comment prévenir le vieillissement. Donc, premier point, c'est comment Dave Asprey présente le vieillissement. Il le divise en 7 piliers et ils sont assez simples à comprendre tous. Donc, le premier, c'est le rétrécissement des tissus. En fait, ces 7 piliers, on va dire, c'est à plus ou moins des symptômes visibles, ou plutôt ce qui se passe quand on vieillit. Et je vais expliquer au fur et à mesure pourquoi ces choses-là se passent quand on a des explications, on va dire. Et le rétrécissement des tissus, c'est en fait quand vous imaginez une personne très vieille, comme par exemple de 80-90 ans, bah, vous imaginez quelqu'un de fripé, qui a pas beaucoup de muscles, on va dire, qui a la peau sur les os, et ainsi de suite. Et même son cerveau, en fait, des personnes par exemple qui ont des maladies dégénératives comme Alzheimer, bah, leur cerveau, il est rétréci. Ça, c'est lié au fait que les cellules souches, en fait, se perdent, on va dire, de leur fonction. D'une part, on perd, avec le temps, on a de moins en moins de cellules souches parce qu'on les utilise. Et d'autres raisons, c'est que les cellules souches perdent de leur capacité à devenir des différents tissus. Donc, une cellule souche, si vous savez pas ce que c'est une cellule, en fait, qui peut devenir n'importe quoi sur le papier. Donc c'est une cellule qui n'est pas différenciée. Donc si tu as besoin d'une cellule pour renouveler ta peau, bah, ça va devenir une cellule de peau. Si tu as besoin d'une cellule pour renouveler ton foie, ça va devenir une cellule de foie, ainsi de suite. Et donc les tissus qui se rétrécissent, comme par exemple les muscles, c'est lié au fait que voilà, certaines cellules doivent mourir, mais derrière il y a pas des cellules pour les remplacer parce que on n'a pas assez de cellules souches ou bien ces cellules souches qui nous restent n'arrivent pas à devenir le tissu qui est utile, qui nous intéresse. Et on va revenir à la fin à pourquoi en fait ces cellules perdent leur capacité à devenir quelque chose dont on a besoin. Ça va être, on va dire, la théorie qui réunit tous ces points. Mais en tout cas, le problème, c'est ça, qui cause le rétrécissement de nos tissus, on va dire. Le deuxième pilier, selon Dave Asprey, c'est les dommages, ou plutôt les mutations causées à l'intérieur de nos mitochondries. Qu'est-ce que c'est que les mitochondries? J'ai fait 2 épisodes sur les mitochondries. Tu es obligé d'aller les écouter. C'est vraiment, je pense, parmi les épisodes les plus intéressants de mon podcast. Donc va sur healthhackers.fr/épisode pluriel. Tu vas trouver 2 épisodes. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Pourquoi nos mères sont à l'origine de notre énergie. Et le deuxième, c'est Pourquoi je mange une demi-tablette de chocolat par jour. Oui, les titres n'ont rien à voir avec les mitochondries, mais ça parle de ça. Donc les mitochondries, en fait, c'est la source de notre énergie, ou plutôt les usines à énergie dans ces petites centrales nucléaires de notre corps, il y en a partout dans nos cellules.
Et en fait, ces petits éléments en fait qui y a à l'intérieur de nos cellules ont leur propre ADN, qui est un ADN bactérien, qui n'est pas un ADN humain. Écoutez les 2 épisodes, vous allez comprendre. Et en fait, vu que la majorité de la production d'énergie se fait, ou plutôt la production d'énergie se fait dans les mitochondries, il y a beaucoup de, on va dire, de déchets, ou ce qu'on appelle aussi des reactive oxygen species, des ROS, en gros des radicaux libres, pour faire simple, qui sont produits dans ces mitochondries, et ces radicaux libres peuvent créer des dommages sur l'ADN des mitochondries. Et parce qu'il est moins protégé que l'ADN humain, nucléaire, et il est, on va dire, plus fragile, il est quand même corrigé au fur et à mesure du temps, mais il y a des dommages qui s'accumulent. Et il faut savoir qu'on a des systèmes de défense, mais voilà, les systèmes de défense, ils sont pas parfaits. Et aussi, parfois, on se retrouve dans des situations qui causent beaucoup de dommages, comme par exemple manger trop. Quand on fait un très gros repas, ben, en général, nos mitochondries sont trop sollicitées pour produire de l'énergie, parce qu'il y a trop d'énergie disponible. Et sur cette période, ben, on produit des free radicaux, enfin des radicaux libres, en excès. Et ça dommage nos mitochondries, ça dommage aussi les tissus autour, en fait, pas juste les mitochondries. Et ça, au fur et à mesure, ben, les mitochondries deviennent dysfonctionnelles. On sait aujourd'hui, par exemple, que des mitochondries dysfonctionnelles rentrent en jeu dans le développement des cancers, par exemple. C'est quasiment systématique. Et ça rentre en jeu en fait dans le fonctionnement de quasiment toutes les maladies. Aujourd'hui, tu peux taper dysfonctionnement mitochondrial avec n'importe quelle maladie, tu vas trouver des études scientifiques qui ont étudié ces liens. Parce que pour qu'un organe fonctionne ou un système métabolique fonctionne dans ton corps, tu as besoin d'énergie. Donc si tes mitochondries ne fonctionnent pas ou sont endommagées avec un excès de radicaux libres, par exemple, bah, tu sais que t'es sûr que ce système va mal fonctionner. Et c'est avec le temps, en fait, que ces problèmes s'accumulent au fur et à mesure des années. Et nos mitochondries sont endommagées, et du coup, les organes aussi. Ils fonctionnent moins bien. Le 3e pilier, c'est mon favori. Il appelle ça les cellules zombies. C'est les cellules sénescentes. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle en français. En anglais, c'est la même chose, senescent cells. C'est un sujet fascinant en fait. Il faut savoir que les cellules, elles ont une programmation qui leur dit à un moment donné, vous allez mourir. Enfin, les cellules, elles sont pas éternelles. Il y a une petite exception avec les cellules du cerveau, mais la majorité de nos cellules, elles meurent, elles se renouvellent, et ainsi de suite, comme on disait tout à l'heure en parlant des cellules souches. Donc, il faut savoir que dans la mort de ces cellules qu'on appelle l'apoptose, c'est la mitochondrie aussi qui rentre en jeu. Donc en fait, la cellule, elle se divise. On va dire, une capacité de se diviser un certain nombre de fois. On va dire par exemple ta peau, à chaque fois bah, qu'elle vieillit ou qu'elle meurt, enfin plutôt qu'elle vieillit, elle va, à chaque fois qu'on a besoin de nouvelles cellules de peau, en fait, tu as une cellule, elle se divise en deux, ça devient une nouvelle cellule de peau, et ainsi de suite. L'ancienne reste, et on va dire la cellule mère qui s'est divisée reste, et tu as des nouvelles cellules de peau. Et en fait, cette capacité de division, elle est limitée. Donc au bout d'un certain nombre de divisions, une fois que la cellule s'est divisée, on va dire 5 fois par exemple, eh ben, elle va mourir. Et c'est en général les mitochondries qui déclenchent ce processus de mort qu'on appelle l'apoptose. Et si tu as justement tes mitochondries qui ne fonctionnent pas, tu as aussi l'apoptose qui déconne. Et tu as des cellules qui ne veulent pas mourir. On appelle ça des cellules sénescentes. En fait, elles restent là, vivantes, entre, on va dire, la mort et la vie. C'est pour ça qu'on les appelle des cellules zombies. Parce qu'elles font pas leur travail, elles vont pas faire ce qu'elles sont censées faire. Par exemple, si c'est une cellule du cœur, elle va pas fonctionner comme le reste des cellules du cœur. Mais c'est pas une cellule cancéreuse, c'est-à-dire qui se divise acharnément. Donc c'est juste une cellule qui est là, elle reste. Mais le problème, c'est que les cellules zombies, elles cassent les couilles à tout le monde. C'est ça le gros problème. Elles vont commencer à se plaindre. Pour faire simple, en gros, c'est comme quelqu'un qui est dans une pièce et qui se plaint tout le temps. Je sais pas si vous avez eu cette expérience, mais j'ai travaillé avec un collègue qui se plaignait tout le temps, mais il plombe l'ambiance de l'open space, quoi. Et là, c'est pareil. Une cellule zombie, c'est une cellule
qui produit des cytokines, qu'on appelle ça des cytokines. C'est des molécules qui créent de l'inflammation. En gros, elles disent au corps, ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas, viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider. Et elle envoie des trucs qui disent c'est la merde ici, c'est la merde ici. Et en gros, le problème, c'est que cette cellule, bah, elle va affecter les cellules environnantes, quoi. Elle va les rendre aussi malades et peut-être même zombies comme elle. Ça, c'est le gros problème des cellules zombies. Et en fait, plus l'âge avance, et c'est d'ailleurs un des problèmes les plus complexes avec la longévité, ou plutôt le vieillissement, sur lequel beaucoup de scientifiques essaient de travailler. Parce qu'en fait, avec l'âge, le nombre de ces zombie cells, donc de ces cellules zombies, s'accumule indéniablement, en fait, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, c'est une méthode qui pourrait être utilisée pour savoir est-ce que tu es vieux ou pas, donc prendre une partie de ta peau ou ailleurs, un autre organe, pour savoir combien de zombies, de cellules zombies tu as. Et en fait, il y a des méthodes pour s'attaquer à ça, mais on va en venir à l'épisode suivant. Donc ça, c'est vraiment un sujet très très intéressant qu'on appelle les cellules zombies. Et bien sûr, c'est lié au sujet précédent qui était le dysfonctionnement mitochondrial, il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas oublier aussi que le dysfonctionnement mitochondrial est quasiment lié à tout. Le quatrième pilier, c'est un pilier, je ne sais pas comment le traduire, mais Dave Asprey l'appelle Cellular Straitjacket. En gros, c'est les cellules les vestes camisoles, je crois que ça doit être ça, les vestes de camisole, les camisoles des cellules en fait. En gros, nos cellules normalement baignent dans une matière qui est plutôt géliforme, on va dire. Vous regardez dans le miroir, vous n'êtes pas tout dur, à moins que vous soyez une armoire à glace, mais on va dire on est des individus gélifiés, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais on est mou. Nos cellules baignent dans des matières molles. Et en fait, le problème, c'est que cette structure extracellulaire, bah, elle a tendance à se rédifier avec le temps. Et il y a une des raisons pour cela, une des raisons principales, c'est à cause des produits de glycation avancée. Je crois que ça s'appelle comme ça en français, mais en anglais, c'est Advanced Glycation End Products. D'ailleurs, ces produits de la glycation, ça ont un nom très approprié en anglais, c'est les AGE, ça donne âge. C'est un petit jeu de mots, je pense que les scientifiques font. Et donc les Glycation End Products, les AGE, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est en gros une réaction non enzymatique qu'on appelle la réaction de Maillard. C'est un bon franchouillard qui a découvert ça, la réaction de Maillard. En gros, c'est quand le sucre vient s'attacher aux protéines ou aux graisses, et il les transforme et on va dire il les rend dysfonctionnels. Et ces nouvelles structures, les AGE, bah, elles sont très problématiques parce que elles causent le dysfonctionnement des tissus et voilà, et le vieillissement de manière générale en fait. Et vous l'aurez compris, c'est pour ça que moi je suis pas un très grand partisan de manger du sucre ajouté en particulier et de manière générale du sucre. Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles j'essaie d'éviter de manger trop de sucre. Et c'est pour éviter la formation des Advanced Glycation End Products, donc des AGE, qui, on va dire, rend ta matrice un peu moins fonctionnelle et moins souple, et tes cellules moins fonctionnelles, tes organes moins fonctionnels, à cause de leur accumulation, parce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser entièrement. Un truc à avoir aussi à l'esprit, c'est que les AGE, on les mange aussi. Parce que bah, on mange des animaux, bah, les animaux dans leur tissu, ils ont des AGE. Donc t'as une vache, elle a vécu, je sais pas moi, 10 ans, je sais pas combien ça vit une vache. Et bah, au bout des 10 années, t'as pas mal d'AGE qui s'accumulent dans ces tissus. Et donc du coup, les AGE qu'il y a dans la vache, tu les manges. Surtout, il faut savoir que le nombre d'AGE, enfin la quantité d'AGE, augmente beaucoup quand on cuit les choses. C'est pour ça qu'on recommande aussi dans plein de protocoles santé de pas trop cuire sa nourriture, faire une cuisson douce, ainsi de suite. Et en gros, le pire des trucs, c'est voilà, tu caramélises un truc ou tu fais un truc au barbecue bien grillé, bien noir, tu vois. Donc là, t'es sûr que t'as énormément d'AGE dans ton steak. Mais il faut savoir que les AGE qu'on consomme, donc dans notre nourriture, on se débarrasse d'une grande partie de ces AGE grâce à notre système digestif qui est au top. Mais t'en as toujours une partie, bien sûr, qui va intégrer notre système circulatoire. Ou bien, soit en forme entière, ou bien découpée. Donc,
Le premier problème, c'est les AGE qu'on produit nous-mêmes, donc avec le sucre et les protéines qui s'accrochent entre elles à l'intérieur de notre corps. Et l'autre souci, c'est les AGE qu'on consomme, donc il faut essayer d'éviter aussi de trop consommer d'AGE. Le cinquième pilier de Dave Asprey ou du livre Superhuman sur pourquoi on vieillit, c'est l'accumulation de déchets extracellulaires. L'exemple le plus connu, c'est les cellules amyloïdes qu'il y a dans le cerveau, ou plutôt les protéines amyloïdes qui s'accumulent dans le cerveau, à l'extérieur des neurones. Pour ceux qui s'intéressent à Alzheimer, voilà, en fait, un des symptômes d'Alzheimer, c'est l'accumulation des protéines amyloïdes qu'il y a dans le cerveau. Il faut savoir que les protéines amyloïdes, il n'y en a pas que dans le cerveau, il y en a un peu partout. Et il y a d'autres types de déchets de ce type, c'est-à-dire des protéines qui sont soit inutiles ou bien même néfastes, qui s'accumulent à l'extérieur de nos cellules, et on n'arrive pas à les éliminer parce que voilà, notre système immunitaire ne fonctionne pas bien, ou il est débordé parce qu'il y a trop de déchets. Il y a plein de raisons qui peuvent mener à ça, mais en tout cas, il y a l'accumulation de ces déchets extérieurs, et le fait qu'on ne s'en débarrasse pas à 100% est lié au fait que notre système immunitaire n'arrive pas à s'en débarrasser totalement. Enfin, ou plutôt l'avant-dernier point, c'est le sixième pilier, c'est l'accumulation des déchets à l'intérieur des cellules. Donc là on a parlé de l'extérieur, mais à l'intérieur on a un peu la même problématique, qui n'est pas exactement la même, mais on a des déchets qui s'accumulent à l'intérieur. Et on va parler d'un point que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises dans le podcast, c'est l'autophagie. Pour ceux qui s'intéressent aux jeûnes, vous avez sûrement entendu parler d'autophagie, où vous dites les personnes qui font le jeûne, elles ne peuvent pas avoir de déchets à l'intérieur parce qu'elles déclenchent leur autophagie. Non, pas vraiment, parce que ce serait trop facile. Moi, je suis un grand fan du jeûne, je pratique le jeûne intermittent en particulier, je ne pratique pas le jeûne long. Et un des objectifs du jeûne, c'est justement de déclencher ce système qu'on appelle l'autophagie, qui permet de recycler les déchets qui sont à l'intérieur des cellules. On va dire les protéines qui ne fonctionnent pas bien, et ainsi de suite. Elles sont recyclées pour être réutilisées. J'ai un épisode bien sûr sur l'autophagie. Tu vas dans healthhackers.fr/épisode et tu vas retrouver cet épisode. J'explique plus en détail comment ça fonctionne. Et donc, le problème, c'est que l'autophagie, elle n'est pas parfaite. D'une part, la majorité des gens, ils font pas de jeûne, donc du coup, leur autophagie se déclenche pas si souvent que ça, elle se déclenche avec le sport ou des choses comme ça, mais s'ils jeûnent pas, s'ils mangent toutes les 3 heures, ça c'est sûr certain que leur autophagie est très très minimisée. Mais pour ceux qui jeûnent et qui pratiquent beaucoup de sport et ainsi de suite, même si l'autophagie est plutôt souvent sollicitée, il restera toujours des déchets. D'une part, parce que tout n'est pas recyclable, comme dans la vie, on va dire. Et aussi, même après recyclage, il restera encore des déchets de ce recyclage. On appelle ça des lipofuscines. Il faut savoir que ça s'accumule avec le temps, et toutes les cellules en ont, et ça dépend de beaucoup de choses. Si ton corps ne sait pas quoi faire de la chose qu'il est en train de recycler, bah, elle va juste rester là, dans les lysosomes, et du coup prendre de la place dans ta cellule, occuper de l'espace, comme si tu jetais pas ta poubelle de recyclage parce que tu sais pas dans quelle poubelle la mettre. T'as la jaune, t'as la rouge, mais t'as des trucs chelous chez toi, mais tu sais pas où les jeter, tu vois. Comme les petits plastiques là qui servent à rien, que tu peux pas recycler. Bah là c'est pareil, les lipofuscines ou bien les déchets qu'on n'arrive pas à recycler avec l'autophagie, ils s'accumulent dans la cellule, et au bout d'un moment ils peuvent vraiment prendre beaucoup beaucoup de place, même jusqu'à plus de 50% de la place qu'il y a dans la cellule avec l'âge en fait. Et du coup ça rend la cellule plus fonctionnelle, du coup elle peut plus bien fonctionner à cause de ce problème. Et enfin, une des dernières causes, moi je dirais ça entre guillemets parce que c'est pas vraiment une cause, pour moi c'est des symptômes du vieillissement, c'est le raccourcissement des télomères. Alors ça c'est un truc dont tout le monde parle, t'as l'impression que le vieillissement est lié au raccourcissement des télomères, alors qu'aujourd'hui on en sait beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que c'est que les télomères? Les télomères, c'est des sortes d'embouts qu'il y a à la fin, au bout du coup de nos chromosomes, de notre ADN, et ça protège en fait, entre guillemets, notre ADN, nos chromosomes. Et le problème c'est que ces
télomères raccourcissent à chaque division cellulaire. La bonne image qu'on donne toujours pour représenter les télomères, c'est un peu comme le bout de plastique qu'il y a au bout de tes chaussures, au bout de tes ficelles de chaussures en fait. Et avec le temps, ce bout de plastique est raccourci, il devient s'effrite, ainsi de suite, et du coup, au bout d'un moment, il se casse et tes ficelles sont foutues. L'ADN, c'est à peu près la même chose, pour faire simple. Le chromosome, c'est à peu près la même chose. Pour se diviser, en fait, on a obligé d'utiliser une partie du télomère. Et du coup, au fur et à mesure qu'une cellule se divise, le télomère raccourcit. Et en fait, c'est assez linéaire. Hein. Les gens, plus ils sont âgés, moins leurs télomères sont longs. Mais bien sûr, il y a toujours des exceptions parce que, en fait, on a une protéine, la télomérase, qui permet de rallonger la télomère. Certaines activités, comme par exemple le sport, ou bien le jeûne, ou bien, je crois, le sauna, plein d'activités comme ça qui ont prouvé qu'elles déclenchent l'activité de la protéine télomérase, qui permet de rallonger, de reconstruire, on va dire, ces petits embouts qui protègent nos gènes. Ça, c'est totalement lié en fait au problème dont je parlais tout à l'heure, qui est l'apoptose et les zombicelles. Donc, pourquoi les cellules zombies existent. En fait, on va dire la limitation de division est corrélée à la longueur des télomères. Pour faire simple, plus les télomères sont longs, plus ta cellule elle peut se diviser. Et au bout d'un moment, quand elle arrive au stade où les télomères sont vraiment courtes, là, elle peut plus se diviser, elle doit déclencher le processus d'apoptose. Bim, ta cellule, elle meurt. Elle se suicide grâce à sa mitochondrie. Mais si elle meurt pas, ben, elle va rester comme ça, dysfonctionnelle, qui ne va pas pouvoir se diviser. Donc la longueur des télomères et le fait qu'il y ait des cellules, on va dire, et l'apoptose est vraiment lié en fait. Et c'est pour ça, donc du coup, le nombre de divisions fait que les télomères se raccourcissent. Et si on ne fait pas des activités qui font que les télomères se rallongent, ben, la capacité de division des cellules sera limitée. Voilà. Ça, c'est à peu près, on va dire, les gros signes ou les symptômes ou les raisons pour lesquelles on vieillit, pour lesquelles, on va dire, la majorité des scientifiques aujourd'hui sont d'accord pour décrire le vieillissement. Mais ça nous dit toujours pas pourquoi ces choses-là arrivent, en fait. Il faut toujours aller au bout des choses et se dire pourquoi quelque chose arrive. Donc là, une fois que j'ai expliqué les symptômes, je repars sur le livre du docteur David Sinclair qui est fascinant. Je trouve qu'il pousse un peu trop son raisonnement. Je suis pas entièrement d'accord avec lui. Il me faudrait des heures pour argumenter face à un livre de 300 pages. Mais ici, je vais partager sa théorie qui m'intéresse, que je trouve intéressante et plutôt pertinente. C'est la théorie de la perte de l'information. Selon lui, c'est ce qui explique le vieillissement et c'est ce qui explique pourquoi ces 7 points, ces 7 piliers du vieillissement ont lieu. Alors, c'est quoi la théorie de perte de l'information? Plutôt la théorie du vieillissement liée à la perte de l'information. C'est très complexe à expliquer et à la fois simple. En fait, l'ADN, c'est un ensemble de 2 types d'informations. J'aime bien cette analogie qu'il utilise dans le livre. En fait, on a d'une part une information numérique et d'autre part une information analogique. L'information numérique, c'est ce qu'il y a dans nos gènes. Donc on a nos chromosomes, dessus il y a des gènes, et ça entre guillemets, ça détermine qui tu es. Par exemple, pourquoi tes cheveux sont noirs, tes yeux sont marrons comme moi, ou bleus comme ceux de ma fille, et les cheveux blonds comme elle. Ça c'est dans les gènes. Donc ça c'est l'information, on va dire, qui est immuable, qui bouge pas, sauf mutation bien sûr, mais voilà, ça c'est ton information génétique, ton code, ton livre qui fait que tu es qui tu es. Mais cette information génétique, en fait, elle s'exprime pas de la même manière partout. Pourquoi? Quand tu y penses, t'as le même code génétique partout dans ton corps. C'est-à-dire que c'est le même ADN qu'il y a sur tes cheveux, dans une cellule de cheveux, c'est le même ADN qu'il y a dans une cellule de peau, c'est le même ADN qu'il y a dans une cellule de muscle, dans une cellule de ton œil, de ton cœur, et de tous les organes. Pourquoi avec le même ADN,
tu arrives à produire des cellules différentes? Ça, c'est une question à 1 milliard. En fait, ça, c'est lié à comment l'ADN s'exprime à l'intérieur de cette cellule. En fait, une fois que le fœtus se forme, que les cellules commencent à se diviser, les cellules, en fait, elles savent ce qu'elles vont devenir. Elles ont une information, elles ont toutes la même information génétique à l'intérieur, qui leur permet de devenir n'importe quoi, mais elles se contentent de devenir ce qu'elles sont censées devenir. Donc si tu as une cellule qui est dans la partie qui va devenir le foie, elle va se diviser, elle va devenir une cellule du foie, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui donne cette information, ou plutôt qui dit à la cellule qu'est-ce qu'elle va devenir, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Ou plutôt l'information analogique, qui est une information, ou l'information épigénétique, qui est une information analogique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est la forme tridimensionnelle que prend l'ADN qui détermine ça. Je sais pas si je me fais comprendre. Parce que moi-même, je m'embrouille là. Je m'explique. J'ai trouvé une bonne image. En fait, il faut voir son ADN comme un livre. Donc voilà, tu as un livre avec plein de paragraphes, et on va dire chaque paragraphe décrit comment produire une partie de ton corps, ou plutôt une cellule. On va dire dans le paragraphe 10, ça dit par exemple, voilà, pour produire une cellule de la peau, il faut faire ceci, il faut prendre telle molécule, cela, ainsi de suite. Et il faut savoir que toutes les cellules, elles ont ce livre, donc elles ont, on va dire, le mode d'emploi de comment produire tout dans ton corps. Mais, en fonction de la cellule dans laquelle où tu te trouves, tu as du typex en fait, sur des parties du livre. Je sais pas si vous voyez ce que c'est que du typex, mais du blanco, en fait, le truc blanc là qui cache tes erreurs quand tu écris. En gros, le typex, on le met partout où on n'a pas besoin de lire l'information. Donc, par exemple, tu es dans une cellule de la peau, elle n'a pas besoin de savoir comment devenir une cellule du foie. Donc la partie où comment devenir une cellule du foie, bim, on la typex. Ça devient tout blanc, on s'en fout, on n'a pas besoin de cette information. Ça, c'est l'information épigénétique, en fait. Le typex qu'il y a par-dessus, c'est l'information épigénétique. Comme ça, le lecteur qui va lire le livre, il va s'intéresser qu'à la partie comment on fait de la peau, et il va faire que de la peau. Il s'en fout du reste. D'ailleurs, il ne devrait surtout pas faire le reste, parce qu'il est dans une cellule de peau. C'est ça, en fait, l'information épigénétique et l'information analogique. L'info de comment faire tout le reste est toujours là. Elle est juste cachée sous le typex. Mais on laisse visible que ce qui nous intéresse. D'ailleurs, je pense que cette image, elle est meilleure que ce qu'utilise David Sinclair. En gros, c'est comme ça que fonctionnent nos cellules. Chaque cellule a l'information qu'il faut pour produire n'importe quelle cellule, mais elle se contente de lire la partie qui l'intéresse parce que tout le reste est blanchi ou caché sous du typex. Cette partie, on appelle ça l'épigénétique. En fait, c'est surtout lié à ce qu'on appelle des histones et comment l'ADN est enroulé sur les histones. En fait, l'ADN, c'est pas juste un fil comme ça qui flotte, mais il est enroulé. C'est comme quand tu enroules comment on appelle ça, un tuyau d'arrosage sur une roue, un truc rond. Et bah, c'est pareil, l'ADN il est enroulé sur des histones. En fait, tu as des parties où on veut pas que ça s'exprime, du coup on les enroule très très fort, elles sont serrées, elles sont cachées. Tu as d'autres processus biologiques qui empêchent l'expression de certains gènes. Et tout ça, en fait, c'est pas des choses qui sont fixes, c'est des choses qui peuvent changer. Donc les rouleaux, on peut les perdre, d'autres protéines qui cachent, d'autres systèmes biologiques qui cachent pour l'ADN pour pas qu'il se divise peuvent être perdus avec le temps. Donc en fait, selon David Sinclair, on vieillit parce qu'on perd cette information, ou plutôt le typex se détache entre guillemets de là où il faudrait pas. Donc du coup, on se retrouve avec une cellule qui sait comment produire de la peau, et qui sait aussi comment produire des dents. Du coup, ça va partir en cacahuète. La cellule ne sait plus quoi faire. Elle se dit, est-ce que je dois créer une dent ou est-ce que je dois créer de la peau? Donc du coup, elle se retrouve à créer un peu des deux, et ça devient n'importe quoi, et ça devient une cellule qui est pas très fonctionnelle. Et avec le temps, ça devient un organe qui est pas fonctionnel. Et on a une explication pourquoi on a une perte de cette information. En fait, on a un système qu'on appelle un système, on va dire, de réparation de notre ADN, qui est le système des sirtuins, ou plutôt du chemin métabolique des sirtuins. J'en ai parlé dans plein de podcasts et plein d'articles.
C'est des gènes, on va dire, protecteurs de la longévité. J'en parle notamment sur le régime SORT que suit la chanteuse Adele. C'est pour ça que c'est un régime que je trouve intéressant. C'est aussi la raison pour laquelle dans ma façon de manger, il y a beaucoup de polyphénols, parce que les polyphénols activent les sirtuins. Et les sirtuins, c'est quoi? C'est des gènes, en fait, qui sont là, qui ont une double activité. D'une part, ils empêchent l'expression de certains gènes, donc on va dire ils aident à poser du type X là où il faut, mais l'activité de ces gènes aussi, on va dire, aide à réparer l'ADN. Donc par exemple, si le texte que tu es censé lire commence à s'effacer avec le temps, les sirtuins viennent le réparer et remettre de l'encre dessus. Mais le problème, c'est que quand ils font ça, ils ne s'occupent pas du typex qui est en train de s'effriter ailleurs. Et en fait, plus il y a du dommage sur ton ADN, donc plus il y a du dommage sur ton texte, plus les sirtuins sont occupés à réparer ton texte et à réparer ton ADN, moins ils passent du temps à réparer le typex et à remettre du typex. Donc du coup, moins on répare l'information, ou plutôt moins on maintient l'information qui dit que, ok, ici on lit rien, on laisse comme ça, c'est tout blanc. Et du coup, avec le temps, si on accumule du dommage sur notre ADN, en fait, le système de réparation fait que on perd l'information qui nous dit ce que la cellule doit être. Donc du coup, notre corps commence à mal fonctionner. Voilà, je pense que j'ai à peu près abordé tout ce qui m'intéressait sur ce sujet, pourquoi on vieillit. J'espère que ça a été clair. C'est vraiment pas évident de résumer des centaines d'années de recherche, en fait, même si j'ai pas la prétention que je puisse le faire. Mais en tout cas, ma compréhension de tous ces livres que j'ai lus, en tout cas de la partie pourquoi on vieillit, j'espère que ça vous a aidé, vous avez trouvé ça intéressant. S'il y a des points que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, donc Adelguero, ADELGUE2ROT. Je réponds à vos questions. Et bien sûr, c'est une petite note sur iTunes si vous avez apprécié, ou plutôt Apple Podcast si vous avez apprécié ce podcast. Ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Et si tu souhaites recevoir l'épisode sur comment prévenir le vieillissement, avec notamment le protocole Kaufman, dont je vais parler dans 2 semaines, inscris-toi à la newsletter sur healthhackers.fr. Tu vas avoir un pop-up qui s'affiche, mets ton email et ton prénom, et je t'envoie tout ça par email. Merci pour ton attention, et à la semaine prochaine.